Chapitre 9. Dépasser ses limites. La confiance en soi. Votre identité détermine vos actions et ce que vous obtenez de la vie. Si vous trouvez que vous êtes en général sans défense face aux difficultés et qu'il vaut mieux limiter vos ambitions, alors vous recevrez de la vie ce que vous en attendez. Pas grand-chose. Connaissant cette dynamique, vous devez vous entraîner à l'attitude contraire. Demandez-en davantage. Visez haut et croyez-vous destiné à quelque chose de grand. Le sens de votre propre valeur ne provient que de vous seul, jamais de l'opinion des autres. Avec une confiance accrue dans vos capacités, vous prendrez des risques qui augmenteront vos chances de succès. Les gens suivent ceux qui savent où ils vont. Alors, cultivez cette attitude de certitude et d'audace. L'ambition du battant. Permettez-moi de souligner que la liberté n'est pas quelque chose que l'on se fait octroyer. La liberté est quelque chose que l'on prend. Les gens sont libres dans la mesure où ils le veulent. James Baldwin. La mère de Curtis Jackson, Sabrina, avait une grande ambition. Gagner assez d'argent pour quitter avec son fils son quartier défavorisé. Elle avait mis Curtis au monde à l'âge de 15 ans et à cet âge, la seule façon de faire de l'argent était de dealer de la drogue. C'était un métier particulièrement dangereux pour une femme. Elle se donna donc une allure intimidante afin de se protéger. Elle se montra plus coriace et intrépide que beaucoup de dealers hommes. Son point faible était son fils. Elle désirait pour lui un destin différent. Pour le préserver de la vie qu'elle menait, elle dut le confier à ses parents dans le Southside Queens. Aussi souvent que possible, elle apportait des cadeaux à l'enfant et gardait l'œil sur lui. Elle espérait que, sans tarder, ils iraient s'installer dans un meilleur quartier. À cause d'un conflit sur une question de drogue, Sabrina fut assassinée à l'âge de 23 ans. Dès lors, le destin de Curtis semblait tout tracé. Il était totalement seul au monde, sans parents ni véritable tuteur pour le guider. Le scénario de sa vie était déjà écrit. Il allait être happé par le milieu de la rue. Pour prouver sa force de caractère, il aurait tôt ou tard recours à la violence et au crime. Il goûterait de la prison, sans doute à plusieurs reprises. Sa vie se déroulerait tout entière dans le même quartier. Avec l'âge, il sombrerait peut-être dans la drogue et l'alcool pour tenir le coup avec, dans le meilleur des cas, une série de petits boulots. Les statistiques sur les orphelins grandissant dans un tel milieu étaient formelles. Son avenir serait sinistre. Pourtant, dans son petit esprit, quelque chose de différent se dessinait. Privé de sa mère, il passa beaucoup de temps tout seul et se prit à rêver à un avenir loin du quartier. Il pensait avoir l'étoffe d'un chef dans le monde des affaires ou à l'armée. Il se représentait avec force détail les endroits où il vivrait, les voitures qu'il conduirait, ce monde extérieur qu'un jour il explorerait. C'était une vie de liberté, pleine de possibilités. Pas seulement un rêve, mais une vision anticipée de la réalité telle qu'elle se présenterait. Il la voyait très clairement. Surtout, il sentait que sa mère veillait sur lui. L'énergie et l'ambition de cette femme l'habitaient. Curieusement, il suivit ses traces avec un projet identique. Dealer pour quitter ce milieu. Pour éviter de finir comme elle, il se convainquit résolument que rien ne pourrait l'arrêter, ni le fait de se faire tirer dessus, ni les combines des autres dealers, ni la police. La rue ne l'engloutirait pas. En mai 2000, Curtis, à présent 50 Cent, survécut étrangement aux 9 balles dont l'avait criblé un tueur à gages. Cette tentative de meurtre survint à un moment particulièrement émouvant. Après des années de trafic de drogue et de musique, son premier album était sur le point de sortir. Mais à la suite de cet événement, Columbia Records annula l'album et le radia du label. Il devait tout recommencer à zéro. Dans les mois qui suivirent, tandis qu'il gisait sur son lit pour se remettre de ses blessures, il commença à se reconstruire psychologiquement, comme il l'avait fait après le meurtre de sa mère. Il se représentait mentalement, avec des détails plus précis que jamais, le chemin qu'il allait emprunter désormais. Il allait conquérir le monde du rap avec une campagne de compilation comme on n'en avait jamais vu.
Tout cela grâce à son énergie intense, à sa persévérance et à une musique plus coriace encore, destinée à projeter une image de gangster indestructible. Dans l'année qui suivit l'attentat, il entreprit de faire de ce rêve une réalité. Son premier morceau fut lancé dans les rues et fit sensation. Tandis qu'il progressait dans cette voie, un énorme obstacle lui barrait toujours le chemin. Ces assassins cherchaient à finir ce qu'ils avaient commencé et ils pouvaient se manifester à tout instant. 50 fut contraint de faire profil bas et de vivre en fugitif, mais cette sensation d'être pourchassé était intolérable. Il ne pouvait continuer à vivre ainsi. Il décida qu'il lui fallait un groupe de disciples bien soudés qui contribueraient à le protéger et à surmonter son sentiment d'isolement. Pour réaliser cela, il convoqua ses amis les plus proches à une réunion chez ses grands-parents, dans le Southside Queens. Il leur demanda d'inviter aussi les fans les plus fervents du quartier, des jeunes hommes qu'il savait loyaux et fiables. Tous devaient venir armés pour sécuriser la rue avant que 50 ne se présente. Quand il entra finalement dans le salon de ses grands-parents le jour de la réunion, l'atmosphère était chargée d'une énergie explosive. Il y avait là 20 jeunes hommes à ses ordres. Il commença à leur décrire la façon dont il voyait l'avenir. Sa musique avait beaucoup de succès, mais ce n'était qu'un début. Dans les 2 ans, il était sûr de décrocher un contrat avec une des principales maisons de disques. Il avait déjà en tête les morceaux de son premier album, ainsi que la pochette et la conception générale. L'histoire de sa vie. Cet album, leur affirma-t-il, allait connaître un fabuleux succès car il avait mis au point la formule permettant de réaliser et de commercialiser ses chansons. Il leur expliqua qu'il n'était pas le rappeur lambda. Il ne visait ni le bling-bling, ni la notoriété, mais le pouvoir. Il se servirait de l'argent fourni par les ventes de cet album pour créer sa propre affaire. Telle était sa destinée. Tout dans sa vie s'était déroulé suivant un dessin particulier, y compris sa tentative de meurtre, y compris cette réunion dans l'après-midi. Il allait se forger un empire dans les affaires et il voulait tous les entraîner à sa suite. Tout ce dont il pourrait avoir envie, il le leur fournirait, dès lors qu'il se montrerait fidèle et motivé. Il pourrait devenir rappeur dans le label qu'il allait créer ou organisateur de ses tournées. Ou encore, il pourrait aller à l'université et obtenir un diplôme. 50 paierait. « Vous êtes ma meute de loups, expliqua-t-il. Et rien de tout cela n'arrivera si le chef de meute est abattu. » Ce qu'il leur demandait, c'était de l'aider, assurer sa sécurité, le garder en contact avec ce qui se passait dans la rue et faire une partie des démarches pour la promotion et la distribution de ses compilations. Il avait besoin de disciples à sa suite, et il les avait choisis. Presque tous acceptèrent la proposition, et dans les années qui suivirent, beaucoup obtinrent des postes importants dans son empire en pleine expansion. Et s'il s'arrêtait un instant pour réfléchir, il ne pouvait manquer de juger troublante la ressemblance entre la réalité et l'avenir que 50 leur avait décrit tant d'années à l'avance. En 2007, après le succès retentissant de ses 2 premiers albums, 50 fit poindre un problème à l'horizon. Il s'était créé une image dans le public, un mythe centré sur sa présence brutale et menaçante et son indestructibilité. Tout cela transparaissait dans ses vidéos, dans ses interviews, dans les photos qui le représentaient avec son regard terrifiant et ses tatouages. Cela reflétait à peu près la réalité, mais de façon exagérée en vue d'un effet spectaculaire. Cette image lui avait valu une notoriété considérable, mais elle se transformait en piège. Pour prouver à ses fans qu'il n'avait pas changé, il allait être obligé de placer la barre toujours plus haut et de commettre des écarts de conduite de plus en plus outrageux. Il ne pouvait se permettre d'avoir l'air de mollir. Et pourtant, ce n'était désormais plus la réalité en ce qui le concernait. Il avait changé de vie et le fait de rester enraciné dans cette image du passé pouvait s'avérer la limite ultime de sa liberté. Il risquait de rester piégé par son histoire, prisonnier de l'image qu'il avait lui-même créée. Tout cela finirait par s'éventer et sa popularité déclinerait. À chaque étape de sa vie, il s'était mesuré à des obstacles apparemment insurmontables. Survivre dans la rue sans parents pour le guider, éviter la violence et la prison, échapper aux assassins lancés à ses trousses, etc. S'il avait eu un moment de doute ou avait accepté les limites normales à sa mobilité, il serait mort ou impuissant, ce qui équivalait à la mort dans son esprit. Ce qui l'avait sauvé à chaque fois, c'était son ambition et sa confiance en lui-même.
Ce n'était pas le moment d'être content de soi ni d'avoir des doutes concernant l'avenir. Il fallait qu'il se transforme de nouveau. Il allait se faire retirer ses tatouages, peut-être changer encore de nom. Il allait se créer une nouvelle image mythique convenant à cette période nouvelle de sa vie. Il était devenu en partie mania des affaires, en partie éminence grise. Il allait se soustraire progressivement à l'œil du public et appliquer ses efforts en coulisses. Cela allait surprendre ses fans, lui donner une longueur d'avance sur leurs attentes et supprimer une nouvelle barrière entravant sa liberté. Le fait de se réinventer lui-même serait son dernier pied de nez au destin qui l'attendait depuis la mort de sa mère. L'approche intrépide. L'opinion que vous avez de vous-même devient votre réalité. Si vous avez des tas de doutes, nul ne croit en vous et vous ratez tout. Si vous croyez le contraire, c'est le contraire qui arrive. C'est aussi simple que ça. 50 Cent. Quand vous êtes venu au monde, vous n'aviez ni identité ni ego. Vous n'étiez qu'un paquet de pulsions et de désirs chaotiques. Mais progressivement, vous avez acquis une personnalité sur laquelle vous vous êtes plus ou moins construit au fil des ans. Vous êtes extraverti ou timide, audacieux ou pleurnichard, autant de traits qui vous définissent. Vous avez tendance à accepter cette personnalité comme quelque chose de bien réel et de bien établi. Mais cette identité est en grande partie façonnée par des forces extérieures, par les opinions et jugements des centaines de personnes qui ont croisé votre chemin durant votre vie. Ce processus commence avec les parents. Quand vous étiez enfant, vous accordiez une attention aiguë à ce qu'ils disaient de vous. Vous modeliez votre comportement en sorte d'obtenir leur approbation et leur amour. Vous étiez particulièrement attentif à leur langage du corps pour savoir ce qu'ils aimaient ou pas. Beaucoup de choses ont eu sur votre évolution un impact extraordinaire. Supposons qu'ils aient fait des commentaires concernant votre timidité. Cela aurait facilement renforcé les tendances que vous aviez en ce sens. Vous auriez pris brusquement conscience de votre gaucherie et cela se serait accroché à vous. S'ils avaient dit autre chose, tâchant par exemple de vous encourager dans votre vie relationnelle et de vous faire sortir de vous-même, cela aurait eu une influence toute différente. De toute façon, la timidité est une qualité fluide qui fluctue selon les situations et les gens avec lesquels vous vous trouvez. Il ne faut pas la considérer comme un trait de personnalité définitif. Cela dit, les jugements de vos parents, de vos amis et de vos professeurs avaient un poids démesuré que vous avez intégré. Or, beaucoup de ces opinions et critiques n'ont rien d'objectif. Les autres veulent voir en vous certaines qualités. Ils projettent sur vous leurs peurs et leurs rêves. Ils veulent vous faire entrer dans un certain cadre conventionnel. Il est frustrant et souvent effrayant pour les gens de penser qu'ils n'arrivent pas à comprendre quelqu'un. Un comportement considéré comme anormal ou différent, qui peut fort bien provenir de quelque chose de profond en vous, sera ouvertement combattu. L'envie joue aussi son rôle. Si vous êtes trop fort en un domaine, on peut chercher à ce que vous vous sentiez bizarre ou indésirable. Même les compliments sont souvent destinés à vous enfermer dans certains idéaux que l'on souhaite trouver en vous. Tout cela façonne votre personnalité, limite votre domaine d'action et devient comme un masque qui durcit sur votre visage. Vous êtes en fait un mystère à vos propres yeux. Vous avez démarré dans la vie comme un être complètement unique, avec un ensemble de qualités que l'on ne retrouvera jamais dans l'histoire de l'univers. Pendant vos jeunes années, vous étiez une masse d'émotions et de désirs contradictoires. Puis quelque chose d'étranger à vous a été plaqué sur cette réalité. Ce que vous êtes vraiment est beaucoup plus chaotique et fluide que ce caractère de surface. Vous êtes plein de potentiel et de possibilités inexploitées. Dans votre enfance, vous n'aviez pas de véritable pouvoir pour résister à ce processus, mais une fois adulte, vous pouvez facilement vous rebeller et redécouvrir votre individualité. Vous pouvez cesser de chercher auprès des autres votre identité et le sentiment de votre propre valeur. Vous pouvez tenter des expériences, transgresser les limites que les gens vous imposent et accomplir des actes différents de ceux que l'on attend de vous. Mais ceci équivaut à courir un risque. Vous vous montrez non conventionnel, peut-être un peu étrange aux yeux de ceux qui vous connaissent. Si vous échouez, vous vous ridiculisez. Le fait de se conformer aux attentes des gens est plus sûr et plus confortable, même si, ce faisant, vous vous sentez malheureux et limité. Au fond, vous avez peur de vous-même
et de ce que vous pourriez devenir. Il existe une autre approche de la vie, une approche intrépide. Elle consiste à se délier de l'opinion des autres. Ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Rompez avec l'habitude de toujours vous référer aux autres comme étalon de votre propre valeur. Faites des expériences. Que ressentez-vous quand vous cessez de vous soucier de ce que les autres pensent ou attendent de vous? Quand vous cessez de n'avancer ou reculer que selon leurs opinions? Étouffez leur voix, qui se traduisent souvent par des doutes dans votre esprit. Au lieu de vous focaliser sur les limites que vous avez intégrées, pensez au potentiel qui est en vous d'un comportement nouveau et différent. Votre personnalité peut être modifiée et façonnée par votre décision consciente de le faire. C'est tout juste si nous comprenons le rôle que notre volonté joue dans nos actes. Si vous améliorez l'opinion que vous avez de vous-même, de ce dont vous êtes capable, cela exerce une influence décisive sur ce que vous faites. Par exemple, vous vous sentez plus à l'aise en prenant des risques, sachant que vous serez toujours en mesure de vous remettre debout si vous échouez. Le fait de prendre ce risque augmente votre taux d'adrénaline. Au pied du mur, vous découvrirez en vous des réserves latentes de créativité. Les gens sont attirés par les audacieux. La considération et la confiance qu'ils vous portent auront pour effet de vous rendre encore plus sûr de vous. Ayant la sensation de ne pas être étranglé par le doute, vous donnerez libre cours à votre individualité, ce qui rendra plus efficace tout ce que vous faites. Ce cercle vertueux de la confiance en soi ne saurait être contesté. Le fait que vous soyez de plus en plus sûr de vous ne signifie pas que vous vous coupiez des autres et de leurs opinions. Vous devez continuellement jauger la façon dont on reçoit votre travail et utiliser à plein les retours d'informations. Mais cette attitude doit être fondée sur une position de force intérieure. Si le sentiment de votre valeur dépend de leur jugement, votre moi sera toujours faible et fragile. Vous n'aurez pas de centre de gravité ni de sens de l'équilibre. Vous vous dégonflerez sous la critique, quitte à trop vous enfler sous la louange. Que l'opinion d'autrui vous aide simplement à peaufiner votre travail et non l'image que vous avez de vous-même. Si vous commettez des erreurs et que l'on vous juge, gardez une âme inébranlable capable d'accepter ces jugements, mais demeurez convaincu de ce que vous valez. Dans un quartier défavorisé, les individus ont le sentiment que l'on remet continuellement en cause ce qu'ils sont et ce qu'ils méritent. Les personnes de l'extérieur tendent à les juger d'après leur origine géographique, comme des gens violents, dangereux, dont il faut se méfier, comme si le hasard de leur naissance déterminait qui ils sont. Ils intègrent beaucoup de ces jugements et, dans leur fort intérieur, ils perçoivent qu'ils ne méritent pas grand-chose de ce que l'on considère comme bon en ce monde. Les gens des quartiers qui veulent surmonter cette opinion du monde extérieur sont obligés de se battre avec 2 fois plus d'énergie, l'énergie du désespoir. Ils doivent commencer par se convaincre eux-mêmes qu'ils valent beaucoup plus et qu'ils peuvent se hisser aussi haut qu'ils le veulent par un effort de volonté. L'intensité de leur ambition est le facteur décisif. Elle doit être considérable. C'est pourquoi les personnages les plus ambitieux et les plus confiants de l'histoire ont souvent commencé leur vie dans des circonstances misérables et ardues. Pour ceux qui proviennent d'un environnement extérieur au quartier, le mot « ambition » a certaines connotations péjoratives. On évoque des individus comme Richard III d'Angleterre et Richard Nixon, ancien président des États-Unis. On sent comme un remugl d'insécurité et de sales coups pour se hisser au sommet. Les gens qui veulent le pouvoir à ce point doivent avoir des problèmes psychologiques, estimons-nous. Cette pruderie sociale autour des notions de pouvoir et d'ambition provient de remords inconscients et du désir de bloquer l'ascenseur social. Aux yeux des privilégiés, l'ambition des gens d'en bas apparaît comme effrayante et menaçante. Si vous êtes issu d'un milieu relativement aisé, vous souffrez très probablement de ce préjugé et vous devez vous en débarrasser à tout prix. Si vous estimez que l'ambition est répréhensible et doit être cachée ou réprimée, vous vous croirez obligé de ne déranger personne, de faire preuve de fausse humilité, de tergiverser chaque fois que vous avez l'occasion de saisir le pouvoir. Si en revanche, vous l'apercevez comme quelque chose de constructif, la force motrice de grands exploits, alors vous n'aurez nul remords à hisser votre niveau d'ambition aussi haut que vous le désirez et à écarter de votre chemin ce qui vous bloque le passage. Frédéric Douglass, grand abolitionniste américain qui lutta contre l'esclavage au XIXe siècle, doit être reconnu comme l'un des personnages historiques les plus intrépides. Il naquit au sein du système le plus cruel qui soit, l'esclavage. Ce dernier était conçu jusque dans ses détails pour anéantir tout esprit de résistance.
On y séparait les personnes de leur famille pour qu'il ne reste dans leur vie nul véritable attachement affectif. Les menaces et la peur étaient utilisées pour briser tout sentiment de volonté autonome. En outre, les esclaves demeuraient impérativement illettrés et ignorants. Ils ne devaient avoir de même que l'opinion la plus exécrable. Douglas en personne souffrit ce destin pendant son enfance, mais il se débrouilla dès ses plus jeunes années pour croire qu'il valait beaucoup mieux que ça. Quelque chose de puissant avait été écrasé en lui, mais ne demandait qu'à renaître. Tout enfant, il se voyait échappant aux griffes de l'esclavage, et il se nourrit de ce rêve. En 1828, à l'âge de 10 ans, Douglas fut envoyé par son maître travailler chez son gendre à Baltimore, dans le Maryland. Douglas y vit un signe de la Providence en sa faveur. Cela signifiait pour lui qu'il échappait au travail harassant de la plantation et qu'il aurait davantage de temps pour réfléchir. À Baltimore, la maîtresse de maison lisait sans arrêt la Bible, et un beau jour, il lui demanda de lui apprendre à lire. Elle accepta avec plaisir, et l'enfant apprit vite. Quand le maître de la maison eut vent de cela, il réprimanda vivement sa femme. Nul esclave ne devait être autorisé à lire ni écrire. Il lui interdit de continuer son enseignement. Mais Douglas était déjà capable de se débrouiller tout seul et il se procura subrepticement des livres et des dictionnaires. Il apprit par cœur des discours célèbres qu'il se répétait intérieurement à toute heure du jour. Il se voyait grand orateur, fulminant contre les maux de l'esclavage. Ayant acquis des connaissances sur le monde extérieur, il fut d'autant plus indigné par la vie qu'il était contraint de mener. Son attitude en fut influencée et ses propriétaires s'en aperçurent. À l'âge de 15 ans, il fut envoyé dans une ferme dirigée par un certain Covey, qui s'était donné par mission de briser tout esprit de rébellion chez les esclaves rétifs. Mais Covey ne parvint pas à ses fins. Douglas s'était déjà créé dans son esprit une identité qui ne correspondait pas à ce que Covey entendait lui imposer. Cette image de sa propre valeur, à laquelle il croyait avec toute son énergie, allait devenir une réalité. Il réussit à conserver sa liberté intérieure et sa santé mentale. Les coups de fouet et les mauvais traitements qu'il endurait ne faisaient qu'aiguillonner son désir de s'évader dans le nord des États-Unis. Cela lui fournit sur les horreurs de l'esclavage 1000 anecdotes qu'il communiquerait un jour au monde. Plusieurs années plus tard, Douglas réussit à s'enfuir et à gagner le Nord. Là, il devint une vedette de l'abolitionnisme, finit par fonder son propre journal et lutta toujours contre les limites que les gens tentaient de lui imposer. Comprenez bien, dans votre vie, il se trouvera toujours des gens pour vous attaquer. Une de leurs principales armes sera de vous faire douter de vous-même, de votre valeur, de vos capacités, de votre potentiel. Ils tenteront souvent de faire passer cela pour une opinion objective, mais ça cache toujours un dessein politique. Ils veulent vous abaisser et vous garder au plus bas. C'est une tentation permanente que de croire en ces opinions, surtout si l'idée que vous vous faites de votre valeur est fragile. À n'importe quel moment de votre vie, vous pouvez défier ces gens et leur dénier tout pouvoir sur vous. Vous arriverez à cela en conservant votre détermination et la conviction que vous êtes appelé à un plus haut destin. Fort de cette assurance intérieure, vous ne serez pas blessé par les attaques des gens. Cela ne fera naître en vous que de la colère et une résolution renforcée. Plus haute sera l'idée que vous avez de vous-même, moins vous tolérerez de jugement et de manipulation. Ainsi, s'aplaniront beaucoup d'obstacles sur votre chemin. Si quelqu'un comme Douglas a été capable de se forger pareille attitude dans des conditions où toute liberté lui était refusée, vous-même parviendrez assurément à trouver le chemin de cette force intérieure. Les clés de l'intrépidité. Leur volonté particulière, libre, affranchie de contraintes, leur caprice individuel, fût-il le plus farouche, leur fantaisie, exacerbée parfois jusqu'à la folie même, c'est bien cela, cet intérêt omis, ce plus profitable de tous les profits, qui n'entre dans aucune classification et qui envoie perpétuellement au diable tous les systèmes et toutes les théories. Car quoi ? Où les savants ont-ils bien pu trouver que les hommes ont besoin de je ne sais quelle volonté naturelle, de je ne sais quelle volonté de vertu ? Ce dont les hommes ont besoin, c'est seulement d'une volonté indépendante, quel que soit le prix de cette indépendance et quelles que soient ses conséquences. Fédor Dostoïevski.
Dans le monde d'aujourd'hui, le concept de liberté tourne en grande partie autour de la capacité à satisfaire certains besoins et certains désirs. Nous nous sentons libres si nous obtenons le type d'emploi que nous désirons, que nous achetons les choses que nous voulons et que nous nous livrons à des actions variées du moment qu'elles ne font de tort à personne. D'après ce concept, la liberté est essentiellement passive. Elle est octroyée et garantie par notre gouvernement. Le plus souvent, il ne se mêle pas de nos affaires, et par différents groupes sociaux. Cependant, il existe un autre concept de liberté tout différent. Celui-ci ne se résume pas aux droits et aux privilèges que l'on nous octroie. C'est un état d'esprit que l'on ne peut obtenir et conserver que par le travail, au prix de grands efforts. C'est quelque chose d'actif et non de passif. Cela découle de l'exercice de son libre arbitre. Dans notre vie quotidienne, beaucoup de nos actions ne sont ni libres ni indépendantes. Nous tendons à nous conformer aux normes de comportement et de pensée de la société. Nous agissons généralement par habitude, sans guère réfléchir au pourquoi de ce que nous faisons. Quand en revanche nous agissons avec liberté, nous ignorons toutes les pressions conformistes. Nous transgressons les routines de l'habitude. Affirmant notre volonté et notre individualité, nous agissons de façon autonome. Supposons que notre carrière nous fasse gagner assez d'argent pour vivre confortablement et que notre avenir soit raisonnablement assuré. Supposons en outre que le poste que nous occupons ne nous satisfasse pas totalement. Il ne nous conduit pas là où nous souhaiterions aller. Peut-être nous heurtons-nous à un chef caractériel et autoritaire. Notre crainte de l'avenir, le confort de nos habitudes et notre sens de la bienséance nous obligent à garder ce poste. Tous ces facteurs sont des forces qui nous limitent et nous enferment. Eh bien, à tout moment, nous pouvons passer outre à notre peur et quitter notre travail sans savoir au juste où aller, mais avec la conviction que nous pouvons faire mieux. C'est à ce moment que nous exerçons notre libre arbitre. Il surgit de notre désir et de notre besoin les plus profonds. Une fois notre démission présentée, notre esprit doit se montrer à la hauteur. Pour continuer sur ce chemin, il nous faut poser d'autres actions indépendantes, car nous ne pouvons pas compter sur nos habitudes ni sur nos amis pour nous en sortir. La liberté d'action possède un élan qui lui est propre. Beaucoup soutiendront que cette notion de liberté active est essentiellement une illusion. Nous sommes, disent-ils, le produit de notre milieu. Si les hommes réussissent, c'est parce qu'ils ont profité de certaines circonstances sociales favorables. Ils se sont trouvés au bon endroit, au bon moment. Ils ont reçu la bonne éducation. Leur volonté a joué son rôle, assurément, mais un rôle limité. Dans des circonstances différentes, soutiennent-ils encore, ces mêmes individus n'auraient pas connu le succès, quelle qu'ait été leur volonté. Toutes sortes d'études et de statistiques peuvent être alignées à l'appui de ce point de vue, mais en définitive, ce concept est seulement un produit de notre temps et une insistance sur la liberté passive. Il consiste à se focaliser sur les circonstances et le milieu, comme si les actions exceptionnellement libres de Frédéric Douglass s'expliquaient par sa physiologie ou par la chance qu'il avait eue d'apprendre à lire. Bref, cette philosophie s'obstine à nier la liberté essentielle que nous possédons tous de prendre des décisions indépendantes des forces extérieures. Elle s'acharne à réduire l'individualité, elle laisse entendre que nous sommes le simple produit d'un processus social. Comprenons-nous bien. À tout moment, nous pouvons jeter cette philosophie et ces idées aux orties en posant un acte irrationnel ou inattendu, contraire à ce que nous avons fait dans le passé, un acte impossible à expliquer par notre éducation et notre système nerveux. Ce qui nous empêche de poser ce genre d'acte, ce ne sont ni maman ni papa, ni la société, mais nos propres peurs. Nous sommes intrinsèquement libres de transgresser toutes les limites que les autres nous ont imposées et de nous recréer nous-mêmes de façon aussi radicale que nous le souhaitons. Si vous avez fait par le passé une expérience terriblement douloureuse, vous avez peut-être choisi de laisser cette douleur s'installer et même de vous y complaire. Néanmoins, vous auriez pu choisir de transformer cette douleur en colère et de vous lancer dans la défense d'une cause ou dans une forme quelconque d'action. Enfin, vous auriez pu décider de vous en défaire et de continuer à vivre, goûtant la liberté et le pouvoir que cela vous apporterait. Nul ne peut vous priver de ces options ni vous forcer à telle ou telle réaction. Tout dépend de vous. Embrasser cette forme plus active de liberté ne signifie pas se mettre à faire n'importe quoi sans réfléchir.
Par exemple, la décision de changer de carrière découle d'une réflexion attentive sur nos points forts, nos désirs les plus profonds et l'avenir que nous souhaitons. Elle provient d'une capacité à réfléchir par soi-même et à refuser ce que les autres pensent de vous. Les risques que vous prenez ne sont pas dictés par l'affectivité ni par le frisson de l'expérience. Ils sont calculés. Le besoin d'être conformiste et de plaire aux autres jouera toujours un rôle dans nos actes, conscients ou inconscients. Il n'est possible ni souhaitable d'être totalement libre. On exploite simplement un éventail plus large d'actions et le pouvoir que cela apporte. Ce qui nous empêche de nous acheminer en ce sens, ce sont les pressions que nous ressentons pour rester dans la norme, nos modes de pensée rigides dictés par l'habitude, et enfin nos peurs et les doutes que nous éprouvons vis-à-vis de nous-mêmes. Voici 5 stratégies pour nous aider à dépasser ces limites. Défier toutes les catégories. Amelia Earhart naquit au Kansas au début du XXe siècle. Elle avait la sensation bizarre de ne pas être à sa place. Elle aimait faire les choses à sa façon, jouer à des jeux de garçons, passer des heures solitaires à lire ou disparaître pour faire de grandes balades. Elle avait tendance à se comporter de façon excentrique. Elle s'était fait renvoyer de son pensionnat pour s'être promenée sur le toit en chemise de nuit. En grandissant, elle ressentit des pressions considérables pour se ranger et ressembler davantage aux autres jeunes filles. Le mariage lui faisait horreur à cause des limites qu'il imposait aux femmes. Elle se chercha donc un métier et fit des essais dans plusieurs domaines. Mais elle avait soif d'aventure et de défis, et les emplois disponibles étaient tous subalternes et sans intérêt. Un jour, en 1920, elle fit un baptême de l'air à bord d'un aéroplane. Soudain, elle sut qu'elle avait trouvé sa vocation. Elle prit des leçons et devint pilote. En vol, elle ressentait la liberté qu'elle avait toujours recherchée. Le pilotage d'un avion était un défi constant, tant physique que mental. Cela lui permettait d'exprimer le côté audacieux de son caractère, son amour de l'aventure et son intérêt pour la mécanique du vol. À l'époque, on ne prenait pas au sérieux les femmes pilotes. Les hommes étaient ceux qui battaient les records et frayaient des voies nouvelles. Pour combattre cela, Amelia Earhart voulait repousser les limites aussi loin qu'elle pouvait et accomplir en vol des exploits qui feraient les gros titres des journaux et qui apporteraient quelque chose à sa profession. En 1932, elle fut la première femme à traverser l'Atlantique seule à bord d'un avion. Cette expérience s'avéra physiquement ardue et lui fit frôler la mort. En 1935, elle se proposa de traverser le golfe du Mexique. Un des pilotes les plus célèbres du moment lui déclara que c'était trop dangereux et que cela n'en valait pas le risque. Elle y vit un défi et décida de tenter le vol quand même. Elle le réussit assez facilement, montrant la façon dont il fallait s'y prendre. Si, à un moment ou un autre de sa vie, elle avait cédé aux pressions qui voulaient la faire davantage ressembler aux autres, elle aurait perdu ce côté merveilleux qui était le sien quand elle suivait son propre chemin. Elle décida de continuer à être elle-même, quelles qu'en puissent être les conséquences. Elle s'habillait de façon non conventionnelle et affichait ses opinions politiques, même si cela était considéré comme peu saillant. Le célèbre publiciste et homme d'affaires George Putman la demanda en mariage. Elle accepta, à condition qu'il lui signe un contrat garantissant qu'il respecterait son désir de liberté. Les gens qui la rencontraient ne la considéraient pas comme vraiment masculine, ni féminine, ni même androgyne, mais réellement pour ce qu'elle était, faite d'un ensemble unique de qualités. C'est cet aspect de sa personnalité qui fascinait les gens et la gardait sous les feux de la rampe. En 1937, elle tenta le vol le plus risqué de sa carrière. Un tour du monde par l'équateur avec une escale sur une île minuscule du Pacifique. Elle disparut à proximité de cette île et on ne la retrouva jamais. Cela ne fit qu'ajouter à sa légende. Elle était capable de prendre tous les risques et de tout faire à sa façon. Le jour où vous êtes né, vous vous êtes engagé dans un combat qui continue encore et qui déterminera votre succès ou votre échec dans la vie. Vous êtes une personne dotée d'idées et de talents qui vous rendent unique. Mais ceux qui vous entourent tentent constamment de vous faire entrer dans des catégories exiguës qui vous rendent plus prévisibles et faciles à gérer. Ils veulent vous savoir timide ou extraverti, sensible ou coriace. Si vous cédez à cette pression, vous vous ferez plus ou moins accepter,
mais vous perdrez le côté non conventionnel de votre personnalité, ce côté qui vous rend singulier et vous donne du pouvoir. Il faut résister coûte que coûte à ce processus et considérer ces jugements clairs et nets comme une forme d'enfermement. Il vous appartient de conserver et de redécouvrir les aspects de votre tempérament qui ne rentrent dans aucune catégorie et de leur donner une place plus importante. En restant unique, vous créerez quelque chose d'unique et inspirerez un respect dont vous n'auriez jamais bénéficié si vous étiez resté tiède et conformiste. Se réinventer en permanence. Quand le futur président J.F. Kennedy était enfant, il était extrêmement frêle et souvent malade. Il passa beaucoup de temps dans différents hôpitaux et en grandissant devint un adolescent chétif et souffreteux. Ces expériences le dégoûtèrent de tout ce qui lui donnait l'impression de ne pas avoir la maîtrise de sa propre vie. Un aspect de cette impuissance le contrariait particulièrement, le jugement des gens qui se fondait sur son aspect physique. S'arrêtant sur son côté faible et fragile, il sous-estimait la force sous-jacente de son caractère. Il lutta donc toute sa vie pour arracher aux autres cette forme de contrôle. Il se recréa lui-même en permanence et projeta l'image qu'il voulait donner. Quand il était jeune, il était perçu comme le fils jouisseur d'un père puissant. Quand éclata la Seconde Guerre mondiale, il s'engagea dans la marine malgré ses limites physiques, déterminé à prouver un autre aspect de lui-même. Alors qu'il était lieutenant à bord d'un patrouilleur dans le Pacifique, son bateau fut éperonné et coupé en deux par un destroyer japonais. Il réussit à mettre ses hommes en sécurité d'une façon qui lui valut de nombreuses médailles. Pendant cet épisode, il fit preuve d'un mépris presque total pour sa propre vie, tentant peut-être de prouver une fois pour toutes sa virilité. En 1946, il décida de se présenter aux élections législatives et se servit de ses exploits militaires afin de donner l'image d'un homme jeune qui combattrait avec la même intrépidité pour sa circonscription. Quelques années plus tard, une fois sénateur, il constata qu'une partie de l'opinion le considérait comme un gamin sans expérience. Il décida de nouveau de se réinventer lui-même, cette fois en écrivant un livre avec un auteur de discours, Theodore Sorenson. L'ouvrage, intitulé Profiles in Courage, narrait la vie de plusieurs sénateurs célèbres qui s'étaient distingués en défiant la Convention et en réalisant de grands projets. Cette œuvre fut récompensée par le prix Pulitzer et surtout transforma complètement l'image que le public avait de Kennedy. On le considéra dorénavant comme quelqu'un de réfléchi et d'indépendant qui suivait en quelque sorte les traces des sénateurs dont il avait écrit la vie. C'était bien ce qu'il avait espéré. En 1960, quand Kennedy se présenta à la présidence, on le sous-estimait encore. On le tenait pour un jeune sénateur catholique libéral, incapable de séduire la majorité des Américains. Cette fois, il décida de se muer en prophète inspiré, capable de sortir le pays de la morosité de l'ère Eisenhower, de remettre l'Amérique en contact avec ses racines de l'époque de la frontière et de l'unir autour d'un même but. C'était une image de jeunesse et de vigueur, tout à fait contraire à sa faiblesse physique. Cette image s'avéra si fascinante qu'il captiva le public et gagna les élections. On vous juge à votre apparence, à l'image que vous projetez par vos actions, vos paroles et votre style. Si vous ne maîtrisez pas ce processus, les gens vous définissent comme ils le veulent, souvent à votre détriment. Vous avez tendance à penser qu'en vous montrant cohérent, on vous respectera et on vous fera confiance. C'est le contraire qui est vrai. Avec le temps, vous passerez pour faible et prévisible. La constance n'est de toute façon qu'une illusion. Chaque jour qui passe, vous changez. Vous ne devez donc pas craindre d'exprimer ces évolutions. Les gens puissants apprennent de bonne heure qu'ils ont la liberté de façonner leur image, conformément à leurs besoins et leur humeur du moment. Ainsi, ils surprennent et gardent une aura de mystère. Suivez ce chemin et offrez-vous le plaisir de vous réinventer comme si vous étiez un romancier écrivant votre propre pièce de théâtre. Bouleverser les schémas. Les animaux survivent en se fiant à leur instinct et à leurs habitudes. Nous autres, les hommes, dépendons d'une pensée consciente et rationnelle qui nous donne une plus grande liberté d'action et la capacité de modifier notre comportement selon les circonstances. Néanmoins,
C'est la partie animale de notre nature, cette tendance irrépressible à répéter toujours les mêmes choses qui tente à dominer notre façon de penser. Nous succombons à des schémas mentaux qui rendent nos actions répétitives. C'est le problème qui obsédait le grand architecte Frank Lloyd Wright, et il découvrit une solution énergique. Quand il était jeune architecte dans les années 1890, Wright ne pouvait comprendre pourquoi la plupart de ses collègues choisissaient de faire des plans de bâtiments fondés sur des modèles. Toutes les maisons devaient se conformer à un type déterminé par les matériaux et le coût. Quand un style s'imposait, tout le monde le copiait inlassablement. Le fait de vivre dans de telles maisons et de travailler dans de tels bureaux abrutissait les gens, qui devenaient les rouages d'une machine. Dans la nature, il n'existe pas deux arbres exactement pareils. La forêt pousse ainsi de façon aléatoire. Et c'est ce qui fait sa beauté. Wright était décidé à suivre ce modèle inspiré par des êtres vivants au lieu de produire en série des objets de l'âge industriel. Malgré le coût et l'énergie que cela représentait, il résolut qu'il ne construirait jamais deux bâtiments qui se ressemblent. Il étendit ce principe à son propre comportement et à ses relations avec les autres. Il prenait plaisir à se montrer capricieux et à faire le contraire de ce que ses collègues et clients attendaient de lui. Cette façon excentrique de travailler l'amena à créer des bâtiments révolutionnaires qui firent de lui l'architecte le plus célèbre de l'époque. En 1934, il fut choisi par Edgar Kaufman de Pittsburgh, propriétaire d'une chaîne de grands magasins, pour concevoir une maison de vacances placée devant une cascade à Bear Creek, dans la campagne de Pennsylvanie. Wright avait besoin d'imaginer le projet dans sa tête avant de le coucher sur papier. Et pour ce projet, rien ne lui venait. Il se lança à lui-même un défi. Il ignora totalement cette commande. Les mois passèrent. Finalement, Kaufman en eut assez et téléphona à Wright. Il l'exigeait de voir le projet. Wright lui répondit qu'il était terminé. Kaufman lui annonça qu'il serait là 2 heures plus tard. Les associés de Wright étaient atterrés. Il n'avait pas encore tracé une ligne. Imperturbable, il fut envahi par un flot d'énergie créatrice et commença à concevoir la maison. Au lieu de la placer en face de la cascade, il choisit de la bâtir autour de celle-ci. Quand Kaufman vit le projet, il fut ravi. Cette maison, connue sous le nom de Falling Water, la cascade, est souvent considérée comme la plus belle création de Wright. En fait, Wright avait contraint son esprit à aborder le problème sans recherche ni préjugés, totalement dans l'instant. Le défi consistait à s'affranchir de ses habitudes et à créer quelque chose de totalement neuf. Ce sont les routines de notre existence qui nous empêchent souvent de nous servir de notre souplesse mentale et de notre liberté qui nous sont naturelles. Nous voyons les mêmes gens, nous faisons les mêmes choses, et notre esprit suit les mêmes schémas. La solution, c'est la rupture. Par exemple, permettons-nous un acte inattendu, voire déraisonnable, en faisant exprès le contraire de ce que nous faisons normalement. En agissant comme jamais auparavant, nous nous aventurons en territoire non familier et notre esprit s'éveille naturellement à cette situation nouvelle. De la même façon, nous pouvons nous contraindre à emprunter un itinéraire différent, à visiter des lieux inconnus, à rencontrer des gens bizarres, à nous réveiller à une heure inhabituelle et à lire des livres représentant un défi pour notre esprit et non une pommade. C'est le genre de choses à faire quand nous nous sentons particulièrement bloqués et peu créatifs. Dans des moments pareils, mieux vaut se montrer impitoyable avec nous-mêmes et avec nos schémas. Invoquer le destin. En 1428, les soldats de la garnison de Vaucouleurs commencèrent à recevoir les visites d'une jeune fille de 16 ans appelée Jeanne d'Arc. C'était la fille d'un petit paysan qui vivait dans un pauvre village du voisinage. Elle répétait à chaque fois le même message aux soldats. Elle avait été choisie par Dieu pour sauver la France. Depuis quelques années, le pays était envahi par les Anglais qui tenaient le roi de France en otage en Angleterre. Les Anglais étaient à la veille de prendre une ville clé, Orléans. Le dauphin, héritier du trône de France, se morfondait dans un château en pleine campagne, décidé à ne rien faire. Plusieurs saints étaient apparus à Jeanne pour lui expliquer de façon précise ce qu'elle avait à faire. Convaincre le dauphin de lui confier des troupes qu'elle conduirait à Orléans, y battre les Anglais et emmener le dauphin à Reims pour le faire couronner roi de France sous le nom de Charles VII.
À l'époque, beaucoup de Français avaient ce genre de vision, et les soldats qui écoutaient Jeanne d'Arc ne pouvaient se défendre d'un certain scepticisme. Mais cette jeune fille était différente des autres. Malgré l'absence d'intérêt des soldats, elle revenait sans cesse à la charge. Rien ne pouvait la décourager. Elle était intrépide et évoluait sans escorte au milieu de ces troupes remuantes. Ses mots étaient simples, ceux d'une paysanne, mais dans sa voix ne perçait nul doute. Dans ses yeux se lisait sa conviction. Elle était sûre de ses visions et n'aurait pas de repos tant qu'elle n'aurait pas accompli son destin. Le détail de ses projets était si précis qu'il semblait avoir le poids de la réalité. Face à sa détermination, Robert de Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs, accepta de lui donner une escorte de quelques hommes pour aller rencontrer le dauphin. Celui-ci fut à son tour convaincu et lui donna les troupes qu'elle demandait. Les habitants d'Orléans, persuadés qu'elle était destinée à les sauver, se rallièrent à sa cause et l'aidèrent à battre l'Anglais. L'élan qu'elle communiqua aux Français se poursuivit pendant plus d'1 an, jusqu'à sa capture. Elle fut vendue aux Anglais et, après un long procès, brûlée comme sorcière. L'histoire de Jeanne d'Arc prouve un principe simple. Plus on a confiance en soi, plus on a le pouvoir de transformer la réalité. Une confiance suprême rend intrépide et persévérant et permet de surmonter des obstacles qui arrêteraient net la plupart des gens. Elle vous fait croire en vous. Et la façon la plus intense d'avoir confiance en soi, c'est de sentir que le destin vous pousse. Celui-ci peut être de source surnaturelle ou provenir de son fort intérieur. Il faut voir les choses de la façon suivante. Chacun possède des talents et des expériences qui en font une personne unique. Il désigne une mission que l'on est censé accomplir. On en a lu les signes dans des prédilections de jeunesse, dans certaines tâches pour lesquelles on se sent naturellement attiré. Quand on s'y consacre, tout semble couler de façon plus naturelle. Le fait de croire que l'on est destiné à accomplir quelque chose ne rend pas esclave ni passif, mais tout le contraire. On est libéré des doutes et des confusions qui nous harcèlent. On a une motivation qui nous guide sans nous enchaîner à une façon de faire les choses. Et quand notre volonté est profondément engagée, on dépasse toutes les limites et tous les dangers. Parier sur soi-même. Il est toujours facile de justifier vos doutes et votre instinct de conservation, surtout quand les temps sont durs. Vous vous convainquez qu'il est téméraire de prendre le moindre risque, il vaut mieux attendre des circonstances plus propices. Mais cette mentalité est dangereuse. Elle trahit un manque de confiance en vous qui perdurera quand les temps seront meilleurs. Vous aurez du mal à vous sortir de cette posture de défense. La vérité est que les grandes inventions et les grands progrès dans le domaine de la technologie et des affaires surviennent généralement quand les temps sont difficiles, car ils imposent une pensée créative et des solutions radicales pour rompre avec le passé. Ce sont des moments riches d'opportunités. Pendant que les autres battent en retraite et creusent des tranchées, vous devez envisager de prendre des risques, d'essayer des solutions nouvelles et de scruter l'avenir qui surgira de la crise actuelle. Vous devez toujours être disposé à parier sur vous et sur votre avenir, à prendre une direction que les autres ont l'air de craindre. Cela suppose qu'en cas d'échec, vous aurez les ressources intérieures pour vous récupérer. Cette conviction tient lieu de filet mental de sécurité. Quand vous vous lancez dans une autre direction ou un projet nouveau, votre esprit est sur le qui-vive, votre énergie est intense et concentrée. Quand vous vous obligez à être créatif, votre esprit se montre à la hauteur des circonstances. Retournement de perspective. Le mot égotisme est en général chargé de connotations négatives. Les égotistes ont d'eux-mêmes une opinion trop haute. Au lieu de considérer ce qui est important pour la société, le groupe ou la famille, ils pensent d'abord et avant tout à eux et agissent en conséquence. Leur point de vue rétrécit jusqu'à tout percevoir en référence à leurs besoins et à leurs désirs. Mais il y a une autre façon de voir les choses. Nous avons tous la conscience de ce que nous sommes, et cette conscience, cette relation à nous-mêmes, est soit forte, soit faible. Les hommes qui ont une faible conscience d'eux-mêmes ne sont pas sûrs de leur valeur ni de leur potentiel. Ils accordent une attention exagérée à l'opinion des autres,
Ils prennent n'importe quoi pour un affront ou une attaque personnelle. Ils ont constamment besoin de l'attention et de la ratification d'autrui. Pour compenser et camoufler cette fragilité, ils assument souvent une façade arrogante et agressive. Cette attitude est aussi irritante que déplaisante. Une conscience de soi bien affirmée, en revanche, est totalement différente. Les gens qui ont le sentiment solide de leurs propres valeurs et qui se sentent sûrs d'eux-mêmes ont la capacité de porter sur le monde un regard objectif. Ils peuvent se montrer plus attentionnés et réfléchis, car ils sont capables de se projeter hors d'eux-mêmes. Les gens qui ont une forte conscience de soi sont capables de poser des limites. Leur fierté leur permet de refuser les comportements manipulateurs ou blessants. On apprécie en général de fréquenter ce genre de personnes. Leur confiance et leur force sont contagieuses. Elles doivent représenter un idéal pour nous. Beaucoup de ceux qui sont au premier rang dans notre société, par exemple les personnes célèbres, doivent faire preuve de fausse modestie, comme s'ils s'étaient hissés si haut par hasard et non par ambition ou par vanité. Ils veulent se comporter comme s'ils n'étaient pas différents des autres et qu'ils étaient presque gênés par leur pouvoir et leur succès. Autant de signes d'une conscience de soi faible. Le véritable égotiste, en revanche, affirme son individualité et tire une grande fierté de ses réalisations. Si les autres ne l'acceptent pas ou trouvent cela arrogant, c'est leur problème, pas le sien. Nous sommes libres quand nos actes émanent de notre personnalité entière, quand ils l'expriment, quand ils ont avec elle cette indéfinissable ressemblance qu'on trouve parfois entre l'œuvre et l'artiste. Henri Bergson.